merci à tous d'être venus et le temps n'est pas avec nous. Mais aujourd'hui, c'est un rassemblement vraiment important. Donc un rassemblement en souvenir du non au traité constitutionnel européen, bien sûr, le 29 mai 2005, on va en parler. Un rassemblement à l'appel de la JRCF, la Jeunesse pour la Renaissance communiste en France, le PRCF, Pôle de Renaissance communiste en France, le PARDEM, le Parti de la démondialisation, la Dynamique populaire constituante et RPS Fier, Rassemblement du peuple souverain pour la France indépendante et la République sociale. Pourquoi c'est important de se réunir aujourd'hui pour se souvenir de ce non au traité constitutionnel européen? Vous le savez, c'est parce que ce non du peuple français a été violé. Il y avait eu un long débat. D'ailleurs, tous les médias n'allaient pas du tout dans ce sens-là. Et au bout du compte, le peuple français avait bien compris une chose, c'est qu'entre progrès social et Union européenne, il fallait choisir. Et ils avaient choisi. Aujourd'hui, pourquoi on se rassemble aussi, c'est parce qu'à nouveau, on nous appelle aux urnes le 9 juin prochain pour des élections, supposées élections européennes. Mais comment ne pas voir que c'est une mascarade démocratique alors que précisément en 2005, quand le peuple français s'est prononcé, et d'autres peuples d'ailleurs, contre ce traité constitutionnel, donc qui déjà nous emmenait vers la suppression des souverainetés nationales, et bien tout simplement, on s'est assis dessus. Et donc, aller voter ce 9 juin, c'est nous-mêmes nous asseoir sur notre propre souveraineté. Bien sûr, on nous fait le chantage à l'extrême droite, mais comment ne pas voir qu'en confisquant tous les leviers d'une politique souveraine, et notamment sur le plan économique, on fait mécaniquement monter l'extrême droite partout, puisque de droite ou de gauche, la même politique est menée, puisque c'est la politique consacrée par les traités européens. Cet appel au boycott, aujourd'hui, il s'inscrit dans un contexte particulièrement grave, puisqu'en novembre dernier, le Parlement européen a voté un texte appelant à la révision des traités européens et allant toujours plus vers un véritable État fédéral, c'est-à-dire liquidant ce qu'il reste de souveraineté nationale, et donc c'est la condition pour une souveraineté populaire. Je ne vais pas détailler, évidemment, je ne vais pas être longue, mais donc on est à la veille d'un saut fédéral, un véritable saut fédéral européen, et aller le 9 juin voter, c'est légitimer cette Union européenne et liquider ce qui reste, donc je le disais, de souveraineté nationale. C'est aussi légitimer la marche à la guerre, puisque l'Union européenne est incontestablement arrimée à l'OTAN et toujours plus alignée sur la politique des États-Unis. Et à l'heure où je vous parle, les pays européens et les États-Unis sont en train de discuter, et certains l'ont déjà fait, d'autoriser Kiev à utiliser des armes fournies par nos pays pour frapper la Russie, c'est-à-dire on est vraiment à la veille potentiellement d'une guerre contre la Russie. Donc c'est tout ce contexte-là qu'il faut prendre en compte en boycottant, et c'est ce qu'on invite tous nos concitoyens à faire massivement, les élections du 9 juin prochain, pour construire un rapport de force, pour ensuite avoir la légitimité et demander un nouveau référendum sur la sortie de cette Union européenne, car c'est entre l'Union européenne, le progrès social, mais aussi désormais plus que jamais l'Union européenne et la paix qu'il faut choisir. Donc je vais appeler donc les différents intervenants à venir s'exprimer, donc à la fois des organisations qui ont appelé à ce rassemblement et aussi plusieurs autres personnalités et groupes. Donc tout d'abord, j'accueille Jacques Nikonov pour la Dynamique populaire constituante. Bien, bonjour à tous. Nous célébrons donc aujourd'hui le 19e anniversaire de la victoire du non au référendum du 29 mai 2005, à l'endroit même d'ailleurs où, par dizaines de milliers, nous nous étions réunis pour fêter le dimanche soir du 29 mai 2005 cet événement majeur dans la vie politique française. Ce référendum portait sur l'adoption d'une constitution européenne. Cette constitution avait pour but de se placer au-dessus des constitutions des États membres du système de l'Union européenne. Autrement dit, une nouvelle hiérarchie des normes juridiques était prévue, privant les nations de leur souveraineté. En plus, comme depuis le début de la mise en place du système de l'Union européenne, le contenu de cette constitution européenne était à 100% néolibéral. C'est-à-dire une organisation de la société
entièrement tournée vers les intérêts des puissants. Heureusement, contre un déferlement médiatique militant pour le oui, inconnu jusqu'alors, le non a gagné à 55%. La preuve était faite que même face à l'unanimisme du oui des grands médias et des grands partis politiques, le peuple pouvait gagner. Désormais, la Constitution européenne s'appellerait traité de Lisbonne, mais ce serait le même contenu. J'ai une page qui a sauté. Ce que je voulais dire, c'est que cette victoire, finalement, a été remise en cause par le président Sarkozy, président de la République à l'époque, qui a voulu faire passer par la fenêtre la Constitution européenne qui avait été sortie par la porte. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu le congrès de Versailles, c'est-à-dire le rassemblement des députés et des sénateurs, pour voter une modification, une révision de la Constitution, intégrant le traité de Lisbonne à l'intérieur même de la Constitution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en droit, contester le traité de Lisbonne devient anticonstitutionnel. Donc c'est un phénomène tout à fait antidémocratique. Et donc, le 4 février 2008, il y a eu ce coup d'État parlementaire qui a remis en place donc la Constitution européenne sous un nouveau nom, celui de traité de Lisbonne. L'immense majorité des députés et des sénateurs PS de droite et écologistes ont voté pour, soit 560 voix. Il y a eu 181 contre et 152 abstentions. Donc, coup d'État parlementaire, en effet, qui a effacé la décision prise par le peuple à 55% de voter non. À ce propos, on doit s'interroger sur le caractère démocratique d'institutions qui placent de fait les parlementaires au-dessus du peuple. C'est pourquoi une dynamique populaire constituante s'impose afin d'élaborer et de mettre en place une nouvelle constitution qui remettra la souveraineté du peuple, la souveraineté dans les mains du peuple. Voilà la principale raison de boycotter cette fausse élection le 9 juin, c'est-à-dire s'abstenir. Car à la suite de ce coup d'État parlementaire, le système de l'Union européenne est devenu dans son ensemble illégitime. Je veux maintenant mettre ma casquette d'ancien président d'Attac au moment de cette campagne du référendum de 2005. Vous ne le savez peut-être pas, car tout était fait pour cacher cette vérité, mais Attac a joué un rôle absolument central dans la victoire du non au référendum de 2005. Attac était parvenu à fédérer et à animer une coalition très large d'organisations pour mener la campagne du non. C'est la seule victoire d'ailleurs obtenue par Attac au cours de son existence, mais elle a eu une portée immense. La logique voudrait que tous ceux qui ont participé à cette coalition en 2005, qui se sont battus pour le non, c'est-à-dire pour la souveraineté de la France contre le néolibéralisme, continuent aujourd'hui leur combat et qu'ils poursuivent ce combat, c'est-à-dire refuser de participer à un vote organisé par et pour une institution illégitime. On ne peut pas s'être battu pour la souveraineté, la liberté, l'indépendance de la France
et contre le néolibéralisme en 2005 et voté le 9 juin 2024 à une fausse élection mise en place par ce système illégitime. Alors, amis d'attaque et de la coalition de 2005 pour le non, continuez à dire non. Restez fidèles à vos convictions. Ne renoncez pas. Le 9 juin, grève du vote, boycottez, abstenez-vous. Merci donc à Jacques Niconeuf pour la dynamique populaire constituante et j'appelle maintenant Romain Boulan pour la jeunesse, pour la renaissance communiste en France. Alors, chers amis, chers camarades, à vous, la jeunesse de France, à l'occasion de ce rassemblement célébrant les 19 ans du non populaire de 2005 au projet de traité de constitution européenne, nous, la GRCF, souhaitons revenir sur quelques-unes des idées reçues que construit le discours européiste et qui pourrait polluer les esprits d'une partie de la jeunesse, à l'occasion notamment de cette campagne pour le scrutin européiste qui s'achève très prochainement. Alors que les crises nationales et démocratiques s'accentuent, que le Macronat multiplie les recours au 49.3 pour passer en force ses lois les plus impopulaires, il serait tentant de croire que plus d'Union européenne signifierait plus de démocratie face à un modèle national à bout de souffle et de plus en plus autoritaire. Ce serait vite oublier que la plupart des lois françaises désormais, y compris et surtout sans surprise les plus impopulaires, sont soit imposées par le droit supranational européen, soit par les directives répétées de la Commission européenne. Aussi, plus l'Union européenne impose sa loi, plus la démocratie en France recule. Et pour cause, le principe de toute souveraineté en France, c'est-à-dire le pouvoir de décider démocratiquement et en toute indépendance, réside essentiellement dans la nation, comme le rappelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il est également de bon ton de défendre l'Union européenne comme l'échelle idéale pour les politiques écologiques. Il est peu dire que le changement climatique impactera l'ensemble de l'humanité et qu'il est plus que nécessaire d'agir mondialement pour préserver notre environnement. Cela implique donc de coopérer internationalement. Mais pour ce faire, et dans le sens de la préservation de notre environnement, il importe de préserver l'environnement démocratique permettant de prendre les bonnes décisions. Je l'ai rappelé il y a un instant, plus d'Union européenne, c'est moins de démocratie et de pouvoir d'action démocratique. L'Union européenne n'est donc pas le cadre propice à la prise de décision pour sauver notre environnement, d'autant plus qu'elle est intrinsèquement conçue comme un marché unique capitaliste, logique économique en totale roue libre, dont la mondialisation est la cause même de l'exploitation de la terre et des hommes. Par ailleurs, à l'heure où l'impérialisme euro-atlantique menace d'embarquer le monde dans un nouveau conflit mondial, potentiellement nucléaire et exterministe, la préservation de l'environnement est aujourd'hui intrinsèquement liée à la préservation de la paix mondiale. Or, l'Union européenne, arrimée à l'OTAN, ne cesse de marcher vers le réarmement général de l'Allemagne capitaliste de l'euro-social-démocrate Scholz, largement dominante dans l'UE, ou réémergeant les factions fascistes qui déjà paradent au Bundestag, à la proposition de livrer la défense nationale et notre dissuasion nucléaire à l'UE, donc à l'Allemagne précédemment citée, en passant par les coups de boutoir belliqueux et russophobes des pays baltes et de la Pologne, qui ne rêvent que de partir en croisade contre Moscou aux côtés du régime corrompu et fascisant de Kiev et de ses milices néo-nazis qui martyrisent le Donbass depuis 2014. Tout est mis en place pour l'Union européenne pour une confrontation de plus en plus directe de son bras armé, l'OTAN, paradant librement sur tout le sous-continent avec la Fédération de Russie en arrière-fond, avec la Chine populaire. Bref, l'Union européenne, ce n'est pas la paix, c'est la guerre. Dans ces conditions de marche à la guerre, d'exploitation de la terre et de recul démocratique, comment l'Union européenne et ses instances pourraient-elles être garanties de progrès sociaux pour les peuples, pour les jeunes et pour les travailleurs des nations qui y sont asservis? L'ouverture à la concurrence et au privé des nationalisations démocratiques issues du programme du Conseil national de la résistance, de la désindustrialisation du pays, de la destruction du produire en France,
plus que jamais nécessaire pour une politique cohérente de défense de l'environnement, le recul perpétuel de l'âge de départ à la retraite pour mettre le curseur sur la moyenne européenne de 67 ans, le gel des salaires dans le privé et dans le public, la remise en cause des conventions collectives et tout simplement la précarisation de plus en plus accrue du travail comme un retour au XIXe siècle sont totalement encadrés par les traités qui constituent l'Union européenne, gravés dans le marbre en 2007 par le traité de Lisbonne et dont l'esprit, les termes et la politique avaient été rejetés par les Français en 2005 quand ils étaient présentés sous la forme d'un traité de constitution pour l'UE. Plus d'Union européenne, c'est plus de destruction sociale, moins de services publics, plus de concurrence, moins de salaires. Enfin, que pourrait-il en être de notre capacité à défendre une véritable politique internationaliste de coopération fraternelle avec les nations du monde pour la défense de la paix, de l'environnement, du progrès et de la démocratie en continuant de nous laisser asservir par ce nouvel empire supranational antidémocratique, anti-écologique et belliqueux? Poser la question, c'est y répondre d'une bonne fois pour toutes. Alors oui, la jeunesse a raison d'espérer pour demain un monde plus juste, coopérant pour résoudre de manière pacifique les problématiques et les obstacles auxquels l'humanité doit faire face collectivement. De même qu'elle a raison de suggérer les coopérations de ce type à l'échelle continentale, comme cela est le cas en Amérique latine ou encore en Asie. Mais croire que l'Union européenne est un de ces modèles de coopération alors qu'il est un modèle d'asservissement, c'est faire une grave erreur d'analyse. Plus d'Union européenne, plus de sceau fédéral européen, plus d'empire européen constitue l'inverse de ce que peuvent légitimement espérer nombre de jeunes Français pour leur avenir, pour l'avenir de leur pays et pour l'avenir du monde. C'est pour toutes ces raisons que la JRCF participe à ces efforts communs pour porter la voix du boycott des élections européistes du 9 juin. Il n'y a pas lieu pour la jeunesse, ni a fortiori les jeunes travailleurs et ouvriers, pas plus que pour leurs aînés, d'aller voter aux ainsi dites élections européennes et donc de légitimer cette Union européenne totalement verrouillée et acquise aux intérêts des classes dominantes et de leur politique antinationale. Le journal L'Humanité, tout en le regrettant, notifiait que les jeunes Français sont déjà plus de 70% à s'exprimer pour une probable abstention le 9 juin. C'est dire le réflexe légitime qu'inspire déjà, pour toutes ces raisons, l'Union européenne et l'OTAN. Alors continuons notre combat légitime pour le boycott du scrutin européiste du 9 juin, pour délégitimer l'Union européenne, pour stopper le sceau fédéral et impérial européen. Il en va de l'avenir du monde et de l'avenir de notre pays, donc notre avenir est celui de notre jeunesse. Je vous remercie. Merci Romain donc pour la JRCF et j'appelle maintenant Salvatore Fiorino, gilet jaune constituant, à venir également prendre la parole. Bonjour à tous. Donc je représente les Gilets jaunes constituants. Donc en introduction, il est important de dire que nous sommes un mouvement apartisan, un syndical, un religieux, et que nous ne sommes là qu'en titre de Gilets jaunes constituants. Nous célébrons cette semaine les 19 ans du référendum de 2005 qui a dit non à la Constitution. Pour autant, en 2007, le traité de Lisbonne a été validé au congrès de Versailles. Donc première chose, nous avons des représentants qui ont été élus par le peuple, qui se sont postés à un congrès et ont piétiné la décision du peuple pour accepter un traité qui était l'exacte similitude de la Constitution européenne. Donc voilà, ces représentants ont craché sur la représentation et sur les Français. Donc qu'est-ce que l'on peut dire de cette représentation et de ces gens élus et qui sont censés représenter le peuple? Cela nous donne une idée de l'état de notre Constitution et l'état de ce qu'est la démocratie en France. Est-ce que élire de représentants, c'est voter? Est-ce que nous sommes encore dans une démocratie?
Donc là est la question. Et donc ça nous permet de répondre qu'il y a un problème par rapport à cette représentativité d'élus qui ne pensent plus qu'à leur mandat et à leur place et à leurs subventions et à leurs indemnités bien grassement payées plutôt qu'à représenter le peuple français. Le projet européen ne pouvait pas être arrêté. Ce projet européen est issu de la fin de la guerre, où les Américains ont voulu profiter de la guerre pour pouvoir asseoir leur hégémonie et leur impérialisme sur l'Europe. Malheureusement, ils n'ont pas pu mener à bien leur volonté de s'installer en France, puisqu'ils avaient décidé de créer une monnaie et même de mettre en œuvre des représentants au sein de la France. Ça n'a pas pu être fait. Donc ils ont choisi une autre voie, qui était la voie de la construction européenne par le biais de la communauté européenne du charbon et de l'acier, mise en œuvre par messieurs Monnet et Schuman, merci. Et Schuman, qui étaient des personnes qui, grassement influencées par les États-Unis. Monnet était un des proches de Roosevelt et qui ont été financés par la CIA pour mettre de l'argent dans des sphères et dans des représentations favorables à l'Union européenne. De plus, ce qu'on peut également noter, c'est que dès 1963, la Cour de justice de l'Europe a défini que les traités européens prévalaient sur le droit des nations. Donc ça fait très très longtemps que le système avance au détriment des populations. Donc dans ce contexte-là, cette Europe technocratique au service des lobbies et d'une oligarchie mondialiste n'est pas une Europe qui est faite pour les populations, elle est faite pour l'enrichissement des plus riches et des multinationales et au détriment des populations. Nous le voyons avec leur pseudo-concurrence libre et non faussée qui en fait permet de détruire les services publics et d'appauvrir les populations au profit d'oligarchies et de grandes multinationales internationales. Donc dans ce cadre-là, nous ne pouvons pas suivre ce système et nous appelons à ce que l'Europe s'arrête, à la destruction de l'Europe. Et nous pensons que ce n'est pas en jouant le rôle du système que nous allons le combattre de l'intérieur. Ça n'est pas possible. D'ailleurs, certaines organisations parlent du Frexit et se présentent aux élections dans le cadre du Frexit. Ils n'auront aucun rôle symbolique, mais juste de se mettre en avant, donc certainement pour briller de leur côté et avoir peut-être quelques participants à leur organisation, mais certainement pas pour aller dans le sens de la suppression de l'Union européenne. D'ailleurs, le Frexit, on parle du Frexit, mais le Frexit, pour nous, n'existe pas, car la France étant un des deux créateurs de l'Union européenne et le deuxième contributeur financier de l'Union européenne, si la France sort de l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne. Donc ça s'arrête. Donc le Frexit qui tendrait à dire que la France s'en irait de l'Union européenne et que l'Union européenne perdurait, ça n'existe pas. Donc c'est juste un slogan et c'est juste un slogan marketing de personnes qui veulent tirer profit de ce système. Donc encore une fois, nous, la volonté, c'est de
c'est que le peuple reprenne sa souveraineté par des assemblées citoyennes constituantes et que le peuple se reprenne en main et puisse montrer son désaccord et reprendre enfin sa souveraineté. Voilà, je vous remercie. Je donne maintenant la parole à Daniel Gousseau pour le RPS FIER, le Rassemblement du peuple souverain pour la France indépendante et la République sociale. Bonjour à tous, amis, camarades, citoyens. Le 29 mai 2005, le peuple français, contrairement à tout ce que débitait la presse aux ordres du capitalisme, contrairement à cette immense propagande odieuse, mensongère et violente, les citoyens français ont refusé ce texte qui devait faire ployer tous les peuples de l'Union européenne. Impossible de ne pas penser au résultat du référendum du 29 mai 2005, par lequel le peuple français a voté non à 55%, ça a été dit, mais on oublie souvent de dire que c'était avec 70% de participation. Impossible d'oublier ce non, cette large victoire populaire contre les forces impérialistes qui avaient décidé d'inscrire dans la Constitution un dogme économique. Autrement dit, une dictature, celle du marché et des lois capitalistes. Quand la loi économique devient constitutionnelle, quels que soient les gouvernements en place, les politiques menées sont identiques. C'est pourquoi on peut l'appeler dictature. Impossible d'oublier ce nom. Impossible d'oublier ce nom, cette décision des Français qui ont voté en connaissance de cause. Nous avions pu nous déterminer sur l'intégralité du texte qui faisait disparaître un siècle, voire 2 siècles d'avancée sociale. Contrairement à d'autres nations comme en Espagne, le texte de 350 pages avait été réduit à 4 pages. Impossible d'oublier ce nom quand au fur et à mesure nous devinions à la lecture le désastre que ce texte allait produire. Mise en concurrence généralisée des travailleurs et des territoires, abaissement des normes sociales, disparition des services publics, affaissement de la démocratie avec un Parlement européen qui n'a toujours pas l'initiative des lois, des traités de libre-échange qui échappent aux parlements nationaux et qui ruinent les travailleurs de tous les pays au bénéfice des lobbies anglo-saxons et des multinationales. Ce fut 6 mois, la bataille, elle a duré 6 mois, de démocratie réelle, constructive, souveraine. La France était devenue une ruche où s'élaborait une intelligence émancipatrice collective. Alors, impossible d'oublier l'assassinat de ce vote 3 ans après, en nous imposant, grâce à tous les traités, entre parenthèses, on a les noms, une suspension, un texte identique au TCE qui n'avait subi que des modifications cosmétiques d'après son auteur, Giscard d'Estaing. Le capitalisme s'assoit toujours sans vergogne sur la démocratie, les principes, ses valeurs et les peuples, et n'avance que par la répression, l'escroquerie et le mensonge. Impossible d'oublier ce nom face aux ravages où nous ont conduit ce texte et ceux qui l'ont servilement appliqué. L'hôpital public est en ruine. La production du matériel et des médicaments délocalisés à des milliers de kilomètres. Et la pénurie fait rage. La production industrielle a été bazardée, bradée, vendue. La campagne pleure ses agriculteurs suicidés et ses terrains en friche ou bradés à de riches actionnaires comme terrain de jeu ou de villégiature. La recherche a été vandalisée et la culture et la langue française ont pris l'accent de Wall Street. C'est bien le moment de rappeler cette victoire populaire contre les forces impérialistes menées de haute main par les USA via les oligarques et les chefs d'État européens au service de la grande bourgeoisie comprador et qui voudraient mener les peuples à la guerre contre nos anciens alliés, le peuple russe. C'est bien le moment de convoquer cette France des Lumières, de la Révolution française, cette France de la Commune, cette France du CNR et de son programme. Car la volonté d'étouffer la voix de la France est là,
avec ce coup d'État fatal qu'on voudrait nous infliger avec l'État fédéral. Véritable dictature dont la bourgeoisie et les États-Unis rêvent depuis longtemps. Au nom de la victoire du non du peuple français, imposant le refus de vote en 2024. Je me suis, avec d'autres camarades, battue en 2005 pour refuser le texte hautement toxique pour les peuples. En 2024, je refuse d'entrer dans cette mascarade. Je boycotterai avec des milliers d'autres ce piège électoral, ce piège mortel pour la démocratie, pour la République et ses valeurs. Donc merci à Daniel Gousseau pour RPS Fier. Et j'appelle donc Jean-Pierre Crépin, qui est économiste et gilet jaune. Bonjour à tous. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais essayer d'être bref, mais intense. 2005, belle année, n'est-ce pas? Belle année pour le non, mais aussi une triste année, puisque c'est l'invention tout simplement de la démocratie sans peuple. La démocratie sans peuple, il fallait y penser. C'est ce qu'a trouvé la money power, ce que j'appelle la money power. Dans les démocraties de marché, nous n'avons finalement de choix, nous disposons de choix que lorsque ceux-ci ont déjà été faits. En 2005, suite à 2005, nous avons eu droit en 2008 au capitalisme sans risque. Il fallait aussi y penser, avec la planche à billets pour maintenir les actifs immobiliers et les marchés actions pour ceux qui avaient un peu d'argent, et qui nous mène aujourd'hui, en 2024, à ce qu'on peut appeler la politique sans politique, tout simplement, puisque la money power, le pouvoir créancier, l'ordre de la dette, ne veut plus de gouvernement, veut juste de la gouvernementabilité, d'où Standard & Poor's aujourd'hui qui vient de dégrader la note de la France. Ils veulent juste des gens qui s'adaptent à leur modèle économique. L'an dernier, en compagnie de certains camarades qui sont présents ici, j'ai été reçu à l'Assemblée par Charles de Courson, le plus vieux député, et ses sbires, en compagnie de plus de 50 associations qui réfléchissent à la démocratie. Je me suis barré, je vous le dis franchement, au bout d'une demi-heure, constatant qu'il ne voulait strictement rien faire. Le référendum, alors tenez-vous bien, alors qu'on avait répondu non massivement en 2005, le référendum, ils n'en veulent pas, tout simplement avec le sempiternel argument que les Français ne répondent jamais à la question. On est trop cons. Voilà, la question, on ne la comprend pas, on doit avoir des gènes de prolo, on nous pose une question, ben voilà. Donc ils ne veulent pas du référendum, ils ne veulent pas non plus de députés constituants, ils ne veulent rien. Alors tout ça m'a fait penser à un livre célèbre de Samuel Beckett qui s'appelle « En attendant Godot ». En attendant Godot, eh ben, les vieux guignols qui sont à l'Assemblée fonctionnent sur ce thème. C'est-à-dire que l'action est devenue une variante de la passivité. Je reste, donc j'attends. Et en ce moment où on évoque le non, je pense aussi au peuple grec. Le peuple grec, le nom en grec se dit Oxy. O-X-I. C'est un nom qui veut dire aussi « Nous ne capitulerons pas », en hommage au 28 octobre 1940, où le peuple grec s'est dressé comme un seul homme pour dire non au fascisme ou à la transition des troupes de Mussolini pour traverser leur pays. Ça donne lieu à une fête tous les ans, le 28 octobre, qui est la fête du non. Alors, si nous ne voulons pas devenir oxy, comme le peuple grec, il faut hurler notre indignité dans la rue. Nous n'avons pas le choix. Sinon, cela voudrait dire tout simplement que de l'urne électorale à l'urne funéraire, la différence tient juste à la qualité de la crémation. Voilà, merci. J'appelle maintenant Fadi Kassem pour le pôle de Renaissance communiste en France et on aura encore une dernière intervention avec Michel de Seine pour le PARDEM
avant de clore avec le chant des partisans et en tenant quelques slogans. Voilà, donc Fadi Kassem. Impeccable. Bien, citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, déjà merci de vous être déplacés parce qu'avec malheureusement ce temps que nous avons en ce 1er juin 2024, ce n'est pas évident de venir manifester votre attachement déjà à la démocratie, on pourrait dire, à la paix, à la souveraineté des peuples. J'insiste sur le mot paix également parce que nous avons parmi nous aujourd'hui les camarades du Parti démocratique populaire de la République de Corée que je vous demande d'accueillir comme il se doit parce que eux aussi ils savent ce que c'est que la menace de la guerre au sein de la péninsule coréenne. Et cette menace, eh bien, nous la retrouvons aujourd'hui en Europe. Nous la retrouvons en Europe à travers non seulement bien sûr ce qui se passe sur le front de l'Est, et d'ailleurs on en a parlé de ça historiquement, bien entendu, et également à travers ce qui se passe du côté du Proche-Orient, et de manière générale, de toute la politique qui est menée par ce que nous appelons au pôle de renaissance communiste en France, l'axe UE-OTAN. Car les deux sont consubstantiellement liés. N'oublions jamais que depuis décembre 2002, l'Union européenne et l'OTAN sont partenaires stratégiques. N'oublions jamais que la construction européenne, qui en réalité a débuté dans les années 1920 à minima, a toujours été appuyée par les États-Unis d'Amérique, si tant est que cette construction européenne ne remette pas trop en cause l'hégémonisme des États-Unis, avec comme objectif 1, d'écraser le communisme, ou du moins d'en faire un rempart très important. 2, d'écraser l'ensemble des conquêtes sociales qui ont été arrachées au prix de terribles luttes partout en Europe et bien entendu en France. 3, d'écraser ce vilain gros mot pour tous les dirigeants, bien sûr en France, mais aussi dans les restes des pays membres de l'Union européenne, qui est celui de souveraineté. Car la souveraineté du peuple, ce que disait déjà d'ailleurs le philosophe Rousseau, ne peut que se réaliser dans le cadre de la nation, c'est-à-dire dans le cadre démocratique unique que l'on cherche justement à détruire. Et ce n'est pas un hasard si nous nous retrouvons aujourd'hui pour nous rappeler du 29 mai 2005. Car le 29 mai 2005, évidemment, cela a déjà été dit, je ne vais pas réinsister, c'est la dernière grande victoire de la souveraineté populaire en France dans le cadre justement de la nation. Voilà pourquoi ordre a été donné de liquider absolument toutes les souverainetés populaires partout au sein de l'Union européenne, pas qu'en France. Jean-Pierre a rappelé la Grèce. N'oublions pas que les Irlandais ont dû revoter par référendum en 2009 pour approuver le traité de Lisbonne qu'ils avaient déjà rejeté un an avant. N'oublions pas que les Néerlandais, 3 jours après les Français, avaient eux aussi rejeté le TECE. N'oublions jamais que les Danois avaient rejeté le traité de Maastricht en 1992 avant de passer in extremis en France avec un large rejet de la part de la classe ouvrière, des paysans, des artisans, des employés, des salariés précaires de France. Eh bien, tout ceci cherche en fait à être balayé. Et à être balayé à travers quoi? Eh bien, à travers ce que, comme par hasard, une fois de plus, les grands médias aux ordres n'évoquent absolument pas, le sceau fédéral européen, ou plus précisément d'ailleurs le sceau impérial européen, c'est-à-dire la liquidation totale, définitive, des fiertés nationales et des revendications prolétariennes, comme le disait déjà Jean Jaurès en 1898. Voilà donc en réalité quel est l'objectif central de ces prétendues élections qui ne sont qu'un scrutin. Et d'ailleurs, à celles et ceux qui expliquent que « Ah, mais il faut voter parce que sinon, ça ferait le jeu du RN ». Franchement, mais faut-il rappeler qu'en 2021, quand 2/3 des citoyens et des travailleurs en colère se sont abstenus, le RN a fait moins de 3 millions de voix. Car que cherchent les électeurs, les citoyens, les travailleurs en colère dans notre pays? À dégager, à raison d'ailleurs, Macron et toute sa clique. Dès lors, ils se tournent, par erreur, par terrible erreur, vers la force qui leur paraît-il, alternative, le Rassemblement Le Pénis. Mais le Rassemblement Le Pénis n'est pas contre le sceau fédéral européen. Au contraire, il l'encourage. Au contraire, il la soutient. Et au contraire, il est déjà prêt à gouverner aux ordres de Bruxelles, de Berlin, de Washington et de Francfort. En réalité, le seul geste véritablement émancipateur, le seul geste véritablement de rupture, c'est de délégitimer au maximum cette Union européenne de malheur, cette euro-austéritaire, cette OTAN qui pousse à la guerre partout, de la Baltique jusqu'à la péninsule coréenne en passant par la mer de Chine, et bien entendu
au niveau du Proche-Orient, où le peuple palestinien, comme vous le savez, est en train de subir un génocide en masse qui, en réalité, n'est que la continuité d'une politique d'éradication en place depuis 1948. Alors voilà, en réalité, quel est le véritable enjeu de ce scrutin, non pas d'élection, mais du scrutin du 9 juin. Valider ou non le sceau fédéral européen et choisir une des 38 listes, voilà à quoi nous en sommes réduits. Choisir parmi 38 listes qui, en réalité, approuveront même indirectement ce sceau fédéral, eh bien, c'est approuver cette fuite en avant vers la marche à la guerre généralisée, la marche à la guerre nucléaire, ça a été dit, contre la Russie, contre la Chine populaire. Le seul geste émancipateur pour tous les travailleurs et derrière, bien sûr, pour reconstruire une véritable alternative rouge et tricolore dans ce pays, c'est le boycott citoyen massif le 9 juin prochain pour ouvrir la voie indispensable du Frexit progressiste. Rejoignez-nous dans le boycott, camarades. J'appelle à présent pour clore ce rassemblement Michel De Seine, qui est présidente du PARDEM, Parti de la démondialisation. Bonjour à toutes, citoyens, citoyennes, amis, camarades, badauds, je l'espère, et aux camarades de la plateforme internationale anti-impérialiste. Aujourd'hui, sur cette place de la Bastille, je voudrais partager avec vous ma colère. Une colère qui ne cesse de grandir face aux opérations de destruction orchestrées par l'Union européenne en pleine symbiose avec Macron, qui usurpe son titre de président de la République française. Je pense ici, comme à vous sans doute, à l'industrie délocalisée, bradée à la concurrence étrangère, et à sa classe ouvrière méprisée et sacrifiée. Je pense aux nationalisations de l'énergie, de la poste, des télécommunications, de la SNCF et tant d'autres issus du programme du Conseil national de la résistance, qui ont grandi notre pays et amélioré la vie de millions de Français, avant d'être livrés en pâture à la finance par l'Union européenne avec la complicité des gouvernements depuis ces 40 dernières années. Je pense aux services publics paupérisés et programmés pour disparaître à force de réduction d'effectifs, de moyens, et aux fonctionnaires dont le statut est désormais sur la sellette. Je pense à la Sécu, raptée et pillée. Je pense à l'hôpital public, mis sous le régime du News Public Management, en français dans le texte, à l'éducation nationale bombardée de réformes visant à alimenter le développement de l'école privée. Je pense aux paysans qui subissent de plein fouet les conséquences déloyales des traités de commerce international de libre-échange signés par l'Union européenne. Je pense aux travailleurs ubérisés. Je pense aux 10 millions de personnes qui survivent en dessous du seuil de pauvreté. Je pense aux privés d'emploi qui vont subir une fois encore une diminution des indemnités de chômage. Je pense à la jeunesse condamnés à de petits boulots sans avenir, aux étudiants qui ne mangent pas tous à leur faim, à tous ceux qui sont les cibles et les victimes d'un système profondément violent et injuste. Je pense aussi à la langue française qui s'étiole au fil des ans au bénéfice d'un verbiage globiche, proclamé langue commune de l'Union européenne. Je pense aux réformes successives qui sacrifient les communes au profit des eurorégions et des grandes régions et des métropoles, concentrant à la fois les pouvoirs et les moyens. Sans trêve, tout ce qui a fait de la France une république une et indivisible, tout ce qui a fait de notre peuple un peuple fier et combattant pour sa liberté, ses droits sociaux, l'indépendance de notre pays, est désormais dans le viseur des snipers et la trajectoire des missiles que constituent les directives européennes, les recommandations, injonctions d'une poignée de technocrates biberonnés au néolibéralisme et sous emprise du libre-échange, forme actuelle du capital mondialisé. Mais qui serait assez aveugle pour ne pas voir que l'Union européenne est une armée menant la guerre économique, sociale contre les peuples, qui tue à petit feu les nations, les souverainetés nationales et populaires. Pour mener cette guerre, l'armada des capitalistes et de leurs obligés a défini une stratégie de longue date,
visant à faire des gouvernements nationaux leurs alliés, leurs meilleurs agents et asservir les nations à une organisation supranationale. Ils sont en train de parachever l'opération en mettant en place leur fameux sceau fédéral européen. Alors ce qui nous guette très vite, c'est de devenir une province, un land de la Fédération européenne qui aura les pleins pouvoirs sur toutes les questions essentielles, la diplomatie, la défense, autrement dit l'armée à la solde de l'OTAN, y compris l'arme nucléaire que Macron est prêt à remettre dans les mains de l'Union européenne. Qui serait assez naïf pour ne pas comprendre que ceux qui tirent ces ficelles n'ont aucun respect des peuples? Qui peut ignorer que l'Union européenne est le fruit de la volonté des États-Unis? Qui ne voit pas la relation intime et perverse entre États-Unis, OTAN et Union européenne? Qui serait assez sourd pour ne pas entendre le bruit des bottes à travers les viriles paroles des va-t-en-guerre? Citoyens, citoyennes, ces mots risquent de ne plus rien dire si nous détournons le regard de la réalité funeste, si nous n'avons pas le courage et la détermination de dire non, une fois de plus. Comme le 29 mai 2005, où 55% des Français ont dit non au TCE, avec une participation de 70% et même de 80% parmi les ouvriers, alors même que toutes les forces médiatiques annonçaient le oui gagnant quelques mois plus tôt. Car le peuple a su décrypter les dizaines de pages du projet de la Constitution européenne, des centaines de meetings et de réunions publiques et une campagne formidable de réinformation populaire a été menée. Je m'en souviens avec émotion, étant alors la secrétaire générale d'Attaque France, qui, à l'époque, a joué un rôle crucial. En 2005, le peuple a fait irruption. Il a cloué au sol le projet de constitution européenne, laissant les classes dirigeantes KO. Certes, nous avons ensuite été trahis par nos soi-disant représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis en congrès. Oui, ils ont osé adopter le traité de Lisbonne, copier-coller du TSE. Et nous en subissons depuis les conséquences néfastes. Alors, aujourd'hui, 19 ans plus tard, les européistes espèrent nous imposer la fédération européenne. Déjà, ils affirment, ils alimentent la guerre à coups de milliards pour soutenir l'Ukraine et l'OTAN. Bientôt, nous risquons d'être embarqués dans les horreurs d'une guerre dont nous ne voulons pas. Et il faudrait aller voter docilement pour élire des eurodéputés dont 25% sont actuellement corrompus, un Parlement européen sans pouvoir, sous domination de la Commission européenne, voter pour qu'ils puissent dire que, guillemets, les Européens soutiennent la fédéralisation, qu'ils soutiennent l'existence de l'UE? Non. Nous avons choisi notre camp, camarades. La souveraineté nationale et populaire, la paix, le progrès social et la coopération entre les peuples. Conclusion, s'engager pour la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN est désormais vitale. N'oublions pas que tout reste possible quand le peuple se fait entendre, quand il prend en main sa destinée. Alors, ma colère, notre colère, votre colère, transformons-la en action. Je terminerai avec une pensée pour les résistants qui ont combattu alors que les temps étaient obscurs et périlleux, qui espéraient se débarrasser de l'occupant allemand et nazi était improbable. Et ils l'ont fait. Ils ont réussi. Nous avons bénéficié des mesures du programme du Conseil national de la résistance. Ces résistants, ce sont vos pères, vos mères, vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents. C'est eux qui ont mené les combats clandestins et construit les conditions de notre liberté. Citoyens, citoyennes, si les résistants étaient là aujourd'hui, ils seraient à nos côtés, ils refuseraient à coup sûr la disparition de notre nation, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de la laïcité qui est notre bien commun. Nous appelons ainsi tous ceux qui ont voté non en 2005 à faire la grève du vote le 9 juin. Nous ne serons pas complices du piège européiste. Je vous appelle, je nous appelle à nous émanciper de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN
et ainsi du néolibéralisme. Merci. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.